Bienvenue dans le Café Féministe. Sur notre plateau de radio HDR 99.1 FM, je vous propose la synthèse du Café Féministe du 20 janvier dernier, organisé par ATTAC, avec la participation de nous toutes, du planning familial et d'autres intervenantes engagées. Retour sur les échanges, les idées fortes et les perspectives soulevées lors de ce débat. Installez-vous, le Café Féministe est servi. Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour le Café Féministe. Aujourd'hui, je suis honorée de recevoir 4 magnifiques invités et je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Maria. Je fais partie de l'association ATTAC, qui est une association d'action citoyenne, d'éducation populaire aussi, et qui se bat pour la justice sociale et fiscale. Nous avons également à nos micros Maryvonne. Oui, bonjour, moi c'est Maryvonne, donc je suis comme Maria, membre de l'association ATTAC et à ce titre nous avons co-organisé ce café féministe du 29 janvier. Au micro également, nous avons Séverine. Bonjour, enchantée. Donc Séverine, je fais partie du collectif Nous Toutes Rouen et nous avons été sollicités par les filles d'ATTAC pour co-organiser le café débat du mois de janvier. Enfin, nous avons Dominique. Dominique Mauvillain, bonjour à tous et toutes. Je suis du planning familial de la Seine-Maritime qui est basé à Rouen. Je vous invite à en dire un peu plus sur vos associations respectives. Le collectif Nous Toutes Rouen, c'est une antenne collectif Nous Toutes qui existe au niveau national depuis 2019. Sur Rouen, il est né dans les années suivantes, d'abord autour d'organisations de manifestations et depuis fin 2022, il existe de façon plus pérenne et avec des actions tout au long de l'année. Donc on lutte de façon globale contre les violences sexistes et sexuelles au travers d'actions de sensibilisation, d'information, des fois d'actions un petit peu plus coup de poing, notamment autour de l'accueil d'Harry Habitant ou de Adèle Laurent par exemple. Et après on fait aussi plein d'autres choses, des conférences, des cafés-débats. On a répondu à un appel à projet aussi de la ville de Rouen autour de la ligne violette qui a pour objectif de mettre en lumière des figures féminines issues des minorités de genre. Donc ça, c'est un projet en cours. On a aussi un projet qui aura lieu le 25 avril autour des femmes et de l'économie à Rouen. Donc vous retrouverez toutes les infos sur les réseaux. Et Dominique, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le planning familial, s'il vous plaît ? Alors le planning familial, c'est une vieille association qui va fêter ses 70 ans cette année. J'ai oublié de préciser que c'est une association féministe et d'éducation populaire. Actuellement, elle est organisée en 82 associations sur le territoire français, y compris les DROM. Il y a 2 axes à son activité. Il y a d'abord un axe qui est la défense des droits de toute nature, notamment les droits liés à la santé et à la santé sexuelle. Et puis on a une partie dans beaucoup d'associations départementales, une partie médicale où nous prenons en charge la santé sexuelle des femmes et des hommes sur un plan plus médical. Il y a des médecins, des sages-femmes, des infirmières. On lutte sur tous les axes de défense des droits sexuels et reproductifs et le droit de vivre une sexualité sans contrainte ni dépendance, sans discrimination et sans violence. On lutte pour les droits à la contraception et à l'accès à l'IVG plus large pour tous et toutes. On lutte aussi pour le choix d'avoir ou non des enfants et le nombre qu'on veut quand on en veut. L'accès à la PMA pour toutes les personnes sans discrimination. Aussi pour les droits de la communauté LGBTQIA+. On lutte aussi pour prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et enfin, depuis 2001, qui est la date de la loi de la mise en place de l'éducation obligatoire, l'éducation à la sexualité, pour qu'elle soit mise en place et existe réellement, c'est-à-dire 3 séances d'éducation à la vie affective relationnelle dans les petites classes et dans les grandes classes, éducation à la vie relationnelle et sexuelle pour préparer les enfants et les adolescents à ce pourquoi on lutte, c'est-à-dire une sexualité libre, sans contrainte, ni dépendance, ni violence. Et c'est magnifique. Maryvonne et Maria, voulez-vous rajouter quelque chose sur ATTAC ? ATTAC n'est pas qu'une association féminisme, mais le féminisme est à la base du changement profond de nos rapports sociaux,
de la société. Donc le féminisme est, depuis le début de la fondation d'Attac en 1998, dans les statuts d'Attac, d'autant que dans les cofondatrices d'Attac en 1998, il y avait Gisèle Halimi. Elle était cofondatrice d'Attac, donc elle est toujours dans nos listes de membres, fondatrices, fondateurs. Il n'y a pas qu'elle, mais elle était cofondatrice d'Attac. Et c'est pour ça que quand on passe au palais de justice et qu'on voit le combat des femmes n'est pas qu'un combat ponctuel, puisque c'est un combat, c'est écrit en toutes lettres au palais de justice, pour changer les mentalités, les rapports et la société. On voit bien que par ce fait-là, le féminisme, c'est un bouleversement complet des rapports entre les humains. C'est une transformation complète de ce qu'on appelle le système patriarcal, qui fait que les femmes ont été reléguées, du fait des maternités, depuis plus de 5000 ans, ont été reléguées dans la sphère domestique, avec tout le travail du soin nécessaire au sein de cette sphère domestique qui les exclut de la sphère publique, et qu'avec l'avènement d'un système de production mécanisé, optimisé, qu'on connaît actuellement, qui s'appelle le capitalisme a finalement optimisé la domination patriarcale, domination qui est une domination entre les gens, entre les gens de différents pays et de différentes couleurs, c'est-à-dire cette discrimination dont souffrent les femmes. C'est pour ça que le combat féministe est aussi un combat antiraciste. Et donc Attac, à ce titre, a le féminisme dans sa lutte profonde pour transformer la société, puisque c'est une association altermondialiste qui vise à la transformation complète de la société, avec des slogans aujourd'hui, plus comme l'a dit Maria, justice fiscale, le soutien à tous les combats. Et Attac a aussi comme particularité, c'est pour ça que Maria en reparlera, c'est que c'est une association qui se prétend aucunement hégémonique, qui essaie de dire que c'est entre associations, chacune et chacun sur ses combats respectifs, mais en nous liant dans nos différences et dans notre diversité, qu'on parviendra ensemble à un monde débarrassé de tout ce que l'on connaît, voilà, et à construire quelque chose d'autre. Et c'est vrai que c'est dans cet esprit-là qu'on avait voulu organiser à Attac un café-débat autour de thématiques précises, et il nous était venu l'idée d'organiser un café-débat sur le féminisme, à partir de cette idée du féminisme d'hier et d'aujourd'hui. Parce que Marie-Vonne et moi, nous faisons partie de cette génération de féministes des années 70-80, qui nous sommes battus notamment pour le droit à l'avortement, pour la criminalisation du viol. Et c'est vrai qu'on était curieuse aussi d'échanger, de parler avec les nouvelles générations de féministes, un petit peu pour savoir comment elles voyaient les choses et comment est-ce que l'on pouvait définir une continuité ou des différences entre les combats d'hier et ceux d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée d'organiser ce café-débat en invitant les féministes, les associations présentes sur Rouen, qui agissent concrètement sur Rouen, dont le GAF, le groupe d'action féministe, Nous Toutes, et le planning familial, bien entendu, qui agit sur Rouen depuis des années. Donc c'est à partir de cette idée-là que nous avons organisé ce café, et nous avons eu plusieurs réunions entre nous avant la tenue du café, et nous avons abordé certains thèmes que nous avons après voulu voir figurer dans le débat du 29. Et donc ces thèmes, Marie-Vonne a commencé à l'aborder un petit peu, c'était le féminisme et anticapitalisme. L'autre thème, c'était les violences sexistes et sexuelles. Il y avait aussi un thème sur le racisme et le féminisme, les positionnements du féminisme et des courants féministes aujourd'hui sur la question notamment du voile et de la stigmatisation d'une certaine catégorie de femmes issues de l'immigration. Et puis aussi le dernier thème qu'on a abordé lors de ce café avec le planning familial, c'était les attaques massives et violentes contre le droit à l'avortement qui ont cours, et avec notamment à la tête de ces attaques l'extrême droite. Voilà un petit peu les thèmes que nous avons abordés de façon extrêmement schématique, que nous avons souhaité aborder lors de ce café-débat. C'était une façon aussi de mieux se connaître entre nous et de montrer comment les féministes d'hier et celles d'aujourd'hui continuent à se battre pour les mêmes choses, tout en enrichissant les combats, parce que au fur et à mesure et selon l'actualité, les combats sont nouveaux. Et c'est important pour nous de faire voir cette diversité et cette unité-là des courants féministes, en tous les cas sur la région rouennaise.
Donc vous l'aurez sûrement compris, chers auditeurs, aujourd'hui on va vous proposer la synthèse de ce café féministe qui a eu lieu le 29 janvier. Mais avant, j'ai envie de vous demander, chers invités, pour vous, qu'est-ce qu'une féministe ? Pour moi, une féministe, c'est d'abord une femme qui se redresse, une femme qui est debout, une femme qui lutte pour acquérir des droits, parce que on le sait depuis la nuit des temps, comme le dit l'hymne féministe des femmes, la chanson, depuis la nuit des temps, les femmes sont une catégorie de la population opprimée, surexploitée, dominée. Voilà, ce sont des femmes qui se dressent pour dire qu'elles veulent l'égalité des droits avec les hommes, l'égalité salariale. Il faut se souvenir que le droit de vote est acquis depuis pas si longtemps que ça. C'est très récent. Dans l'histoire, c'est relativement récent. 1944 avec un vote municipal. Exactement, pour le vote municipal en France. Oui, exactement. On s'est battu pour le droit à la contraception, pour le droit à l'avortement, pour disposer librement de notre corps, de choisir d'être mère ou pas, de choisir de faire l'amour avec qui on veut, etc., etc. Et ces droits sont des droits aussi qui participent au progrès de l'ensemble de la société. Voilà, pour moi, le féminisme, c'est ça. C'est être une femme debout, qui lutte pour des droits et qui lutte aussi pour tout le monde. Parce que les luttes des féministes, on s'aperçoit très vite qu'elles apportent des progrès à l'ensemble de l'humanité. Merci beaucoup. Est-ce que l'une d'entre vous veut rajouter quelque chose ? Oui, moi je rajouterais, Maria l'a abordé, la question du choix. Le planning familial lutte non pas pour imposer une vision d'une société que tout le monde devrait adopter, mais lutte pour que chacun vive selon sa conscience, selon ce qu'il souhaite, et on ne souhaite pas imposer quoi que ce soit à quiconque. On souhaite que chacun ait la liberté de vivre comme il et elle l'entend. Alors je dirais en précision que c'est pas du tout le projet de société de l'extrême droite qui est d'imposer un type de vie, un type de relation et une façon de vivre qui doit être la même pour tous. L'autre chose que je dirais, c'est que on entend souvent parfois, alors toujours de la part de l'extrême droite, qu'on veut forcer les femmes à avorter. C'est pas du tout notre projet. Notre projet, il est que les femmes puissent avorter si elles le souhaitent et qu'elles n'y laissent pas leur vie comme c'était le cas avant que le droit à l'IVG existe, et que si elles peuvent vouloir une IVG à un temps de leur vie parce que c'est pas le moment d'avoir un enfant, pouvoir avoir un enfant dans la suite parce que c'est le moment, parce qu'elles le désirent et que c'est possible. Donc ce sont des positions radicalement fondamentales opposées entre la lutte que mène l'extrême droite actuellement pour empêcher ce droit à l'IVG et le planning qui est pour qu'on puisse disposer de notre corps, qu'on ait des rapports harmonieux et égalitaires, qu'on soit homme ou femme entre tous et toutes, et qu'on vive comme on a envie de vivre, parce que ça remet pas en cause les fondements de notre société de vivre comme on a envie de vivre. Notre corps nous appartient, on a le choix ou pas de garder par exemple une grossesse qui est attendue ou pas. L'idée en fait du féminisme pour moi, comme vous l'avez très justement dit Dominique, c'est que chacun fait ce qu'il veut de son corps, il est libre de son corps, de ses choix, qui finalement a le droit d'en juger ou de faire quelques reproches que ce soit, c'est notre corps à nous. J'aurais envie de rajouter que les militantes du planning familial sont en général des personnes qui ont des enfants et qui ont une vie que d'aucuns qualifient de normale. C'est-à-dire qu'elles sont hétérosexuelles et mariées, et ce qui n'empêche pas qu'elles luttent pour l'égalité des droits et qu'elles luttent aussi pour les autres communautés qui n'ont pas la chance de pouvoir vivre comme elles l'entendent. Alors moi je rejoins ce qui vient d'être dit sur le féminisme. C'est vrai que pour moi être féministe, déjà d'une, c'est pas un gros mot. C'est vrai que souvent on associe féministe à quelque chose d'assez négatif. Pour moi, c'est en effet se questionner déjà et s'insurger d'inégalités qui peuvent être quand même très très diverses et variées dans notre vie, qui touchent vraiment toutes nos sphères. Et ça peut être à la maison de pourquoi on me demande à moi de débarrasser à la table et pas à mon frère. Ça peut être au boulot, pourquoi je fais le même boulot que mon collègue et je suis payée moins. Ça peut être pour soi, mais ça peut être aussi pour les autres. Et
Et du coup, surtout, pour moi, être féministe, c'est être dans la lutte, mais c'est pas être contre quelqu'un. Et c'est vraiment ce que les filles viennent de dire. C'est surtout pas être contre les hommes, par exemple. Par contre, c'est être contre un système de domination, être contre des personnes qui imposent une vision type de la société, qui empêcherait les autres de vivre librement et en toute sécurité. Et en effet, pour moi, être féministe, c'est à la fois lutter pour dénoncer des choses qui nous paraissent complètement qu'on veut voir changer. C'est aussi protéger les personnes victimes et c'est aussi se mobiliser pour faire changer la société à la fois dans les mentalités, vraiment dans la prise de conscience, dans l'éducation et aussi pour faire changer la loi. Tout ça dans l'idée d'un mieux vivre tous ensemble, toutes et tous ensemble. Marie-Vonne, je peux avoir votre vision du féminisme, d'une féministe? Alors, moi, je vais d'abord parler dans les années 73, quand on s'était rencontrés avec Maria, qu'on était à l'université, qu'on a monté les premiers groupes femmes non mixtes sur l'université de Rouen, je précise. C'était pour pouvoir se parler entre nous dès qu'il y avait un garçon dans la réunion. En plus, c'était peu de temps après 68, donc de toute façon, il écrasait le débat. Et puis, il y avait des choses qui étaient de notre vécu personnel qui nous gênaient d'être dites. Donc, on a commencé à partager nos premières expériences sexuelles pour s'apercevoir que la copine d'à côté, c'était la même que toi. Voilà, on avait ressenti les mêmes choses. Puis il y a des choses qu'on ne pouvait pas verbaliser. Et puis c'était l'époque où on avait le début de la pilule. C'est-à-dire si tu voulais pas coucher, c'était que t'es pas libéré. C'est parce qu'il faut voir le mouvement d'après 68 et les garçons révolutionnaires de 68, c'était quand même pas de la tarte. Et combien de copines on a envoyées en Suisse aussi, parce que voilà. Bon, et donc c'était nos combats. Et nos combats, ça aussi été très vite, puisqu'il y avait l'avortement, la contraception, etc. C'était des luttes autour du MLAC qu'on a très vite rejoint pour les soutenir, pour défendre le film Histoire d'A. Alors le MLAC, le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception. Faut dire que moi, quand je suis arrivée à la fac en 73, il y avait qu'un cabinet à Rouen, c'était le cabinet Vivet Picard Godefroy, où on avait le droit d'aller chercher la pilule sans l'autorisation de nos parents. La majorité était à 21 ans. Je rappelle, le cabinet, c'était l'annexe de l'université de Rouen. Il y avait du monde. Et donc, tout ça, on s'est battu pour ça, pour l'information sur l'avortement, parce que le film Histoire d'A était interdit par la préfecture de police. Faut se rappeler les conditions dans lesquelles on l'a passé à l'autoile. C'était épique. Les flics nous ont piqué la bobine. On avait sorti une mauvaise bobine. C'était un film de Walt Disney. La vraie bobine, ils l'ont pas eu. Wow. C'est bien parce que c'est enregistré. Merci, messieurs. Voilà. Et donc, c'était quand même aberrant. Même pas d'informer. Le droit d'informer nous était retiré. Et puis, il y avait celle, médecin, MLAC, planning. Enfin, c'était tout le début du planning, mais qui pratiquait les avortements clandestins quand même. Avec tous les risques que ça comportait. Et c'est vrai que nos combats étaient la libération, les droits, alors le droit à le faire reconnaître le viol comme un crime, l'avortement, la contraception. Et puis après, moi comme Maria, on s'était un petit peu séparés. Puis quand on a eu l'idée de ce café pour reprendre en très très vite ce qu'a dit Maria, on s'est dit que dans les luttes d'aujourd'hui, il y avait des choses qu'on comprenait. C'est pas qu'on les comprenait mal, c'est qu'on voyait pas trop. Et je me rappelle un des premiers débats qu'on avait eu avec Séverine, je sais pas si tu te rappelles, c'est que nous toutes vous appeliez parce qu'un DJ reconnu pour violence ou pour viol, je ne sais plus, elles appelaient à aller devant l'endroit où il se produisait. Et avec Maria, on a dit, écoute Séverine, il est sous le coup d'une procédure judiciaire. Nous on avait encore cette idée, je dis pour moi, faut peut-être attendre que la justice passe. Et Séverine nous a très très bien expliqué, tu vas pouvoir le faire, comment la justice déboute les femmes, même quand il y a des preuves et tout, et que malheureusement, c'est pas parce que il est soupçonné ou même il a été condamné qu'il doit continuer à fanfaronner sur la place publique. Ça a été le cas aussi de Bertrand Cantat. Et moi, au départ, j'aimais bien Noir Désir. Je me suis dit, mais alors attends, il a fait sa prison, etc. Mais elles ont totalement raison. Et c'est finalement la révolution MeToo que, moi, j'ai trouvé ça très bien, mais c'est vrai que je n'en ai pas tout de suite compris la portée. Et c'était important de voir pour nous ces luttes d'hier et d'aujourd'hui. Et maintenant, je suis complètement convaincue par notre contact qu'on a eu. Heureusement, on arrive à se comprendre. Et je voudrais dire qu'effectivement, le féminisme, c'est pas un combat ponctuel. C'est effectivement un combat pour changer fondamentalement les rapports. Ce n'est ni
non plus pas un combat sur le modèle masculin, parce que être sur le modèle masculin, une vie réussie serait une vie un petit peu à la façon au niveau professionnel, hein, c'est-à-dire celles qui ont un haut diplôme, qui ont un boulot super passionnant, qui arrivent à être chef de quelque chose, mais qui sur le modèle de développement masculin. Et qui, pour arriver à ça, n'oublie pas d'avoir une double ou une triple journée de travail. C'est-à-dire le modèle masculin n'est pas notre modèle. On veut pas non plus que des gens se survalorisent au travail. On veut l'égalité dans tous les secteurs de la vie et pas seulement l'égalité proclamée. Parce que dans la République, on a liberté, égalité, fraternité. Quand on voit ce qu'ils font de l'égalité, c'est honteux. C'est honteux. On attend des excuses des gens qui se prétendent des républicains, des excuses. C'est exactement le contraire. Et donc, on ne veut pas se développer sur le modèle ou tout de suite du capitalisme, qui de toute façon, toujours plus d'argent, etc. Et aujourd'hui, le féminisme libéral, c'est le féminisme, oui, c'est chouette, hein, c'est sexy la société capitaliste. On peut s'acheter ce qu'on veut, on peut voyager où on veut, on a le lave-vaisselle, les machins, les bidules. Oui, c'est sexy, mais pour qui ? Qui c'est qui travaille pour les fabriquer, les lave-vaisselle ? Qui c'est qui, dans tous les pays du monde, travaille pour nos téléphones portables ? Qui est le plus exploité aujourd'hui par les guerres en cours ? Si c'est pas en premier les femmes du tiers-monde, et avec la guerre, qui est violée massivement partout ? Et ça, on peut pas développer le féminisme s'il n'est pas altermondialiste. Voilà. Tout à fait. D'autant plus que le féminisme d'hier nous a permis d'acquérir certains droits, mais qui sont à mal aujourd'hui, qui sont en danger, notamment le droit à l'avortement. Il est essentiel de continuer de lutter parce que le droit à l'avortement est en danger, mais il y a aussi des droits qui ne sont toujours pas acquis. C'est des demandes qui datent. Le féminisme doit se battre surtout pourquoi ? Quel est le droit maximal ? C'est que, enfin, tous les auteurs de violences sexuelles et sexistes soient poursuivis, condamnés, c'est encore mieux, bien qu'on puisse réfléchir à l'utilité d'une condamnation telle qu'elles existent en France. En tout cas, que les victimes soient reconnues victimes et qu'elles aient réparation, c'est fondamental pour la suite de leur vie. Or, actuellement, on s'aperçoit que les plaintes sont très mal prises dans les commissariats quand elles sont prises. Les procureurs poursuivent très très peu les auteurs d'agressions sexuelles. Et quand ça va devant le tribunal, il y a très peu de condamnations. Et quand condamnations il y a, elles sont de très courte durée. Donc, actuellement, l'un des combats, c'est effectivement que les violences sexuelles et sexistes soient prises en compte, pas seulement dans les mots, puisqu'on en parle partout, mais la situation change guère. Et l'autre combat dont le planning notamment s'est emparé, c'est la lutte contre les violences faites aux enfants, qu'elles soient sexuelles ou physiques, parce que les enfants de maintenant seront les adultes de demain, et que là encore, il y a une carence massive de l'État à prendre en compte les violences faites aux enfants. Ça montre comment la violence n'est pas prise à sa juste mesure dans la société, et ça explique, selon moi, l'état des sociétés modernes qui sont extrêmement violentes. Oui, tout à fait. Alors, je vous remercie, mesdames. Est-ce que... Oui, c'est vrai. C'est toujours dur de hiérarchiser et de se dire il faudrait ce combat-là, parce qu'en fait, tout est lié. Et du coup, c'est toujours très, très compliqué. Mais c'est vrai que écouter les victimes, entendre les victimes pour de vrai, avoir des personnes qui ne remettent pas sans cesse en question leurs paroles et qui puissent les accompagner avec bienveillance et dans une idée en effet de réparation, ça semblerait la base. Et c'est vrai qu'en ce moment, je rejoins complètement Dominique sur la prise de conscience des violences dont sont victimes les enfants. Enfin, l'association L'Enfant Bleu avait mis en évidence que 16% des Français ont subi des violences sexuelles durant leur enfance. Donc c'est quand même énorme. On commence à en entendre un peu plus parler via la Civis, via le collectif enfantiste par exemple, et d'autres encore. Néanmoins, j'ai l'impression qu'on est encore quand même dans quelque chose où on ferme les yeux. Enfin, on n'a pas vraiment envie de savoir. Mais ça rejoint un petit peu ce que tu pouvais dire tout à l'heure sur les stars, où on se dit bon, il a fait ça, mais peut-être que non, pas vraiment, ou mais quand même. Enfin, c'est un petit peu dur en fait de prendre conscience que cette violence, elle existe dans toutes nos vies, et de se dire aussi, enfin l'affaire Pellico a mis ça en lumière,
que s'il y a de la violence, c'est aussi qu'il y a des auteurs de violence, et que ces auteurs de violence, en fait, ils sont pas en marge de la société. C'est nos frères, c'est nos pères, nos voisins, potentiellement nos amis, nos enfants, enfin voilà, et ils sont là, et potentiellement aussi des stars qu'on a pu adorer. C'est aussi potentiellement nos personnalités politiques au pouvoir, enfin voilà, on peut aller plus loin. Donc déjà prendre conscience de tout ça et arrêter de se dire, d'essayer de cloisonner les choses. Oui, je tiens à rappeler qu'en effet, toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle en France. Donc c'est énorme, toutes les 3 minutes. Ouais. Voilà. Et pour compléter aussi un petit peu sur quelque chose qui serait vraiment d'actualité, c'est aussi le développement des réseaux sociaux, enfin tout ce qui peut se passer en ligne, et du cyberharcèlement qui pour le coup n'existait pas dans les années 70. Enfin, notre café, il est né un petit peu de la comparaison entre le militantisme des années 70 et d'aujourd'hui, et c'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose d'actualité qui à la fois, alors les réseaux permettent à des personnes qui étaient invisibilisées, voire qu'on essayait de marginaliser, ça permet de prendre la parole, mais à contrario ça expose aussi à énormément de violence où il peut y avoir des données personnelles de révéler pour faire pression ou pour tenter d'intimider ou d'agresser des personnes. Il y a du harcèlement en ligne, enfin ça fait vraiment des dégâts majeurs, et là il y a vraiment de quoi faire aussi pour sécuriser tout ça. Oui, pour continuer sur la protection des enfants, il est bon de rappeler que si tout adulte qui a subi des agressions sexuelles ou de la maltraitance physique ou psychologique dans son enfance ne devient pas un agresseur sexuel ou quelqu'un de maltraitant, tout agresseur sexuel, toute personne, tout adulte maltraitant a été un enfant victime. Et ça, tant qu'on n'aura pas pris conscience de ça, et que c'est dans la protection des enfants qu'on va peut-être réussir à limiter les violences des adultes, ça continuera. Je vous donne la parole, Maria. Non, c'était juste pour continuer dans les mêmes idées qui viennent d'être formulées, et pour répondre à ta question, Flore, sur quel est le combat le plus important aujourd'hui, quel serait, même s'il est difficile en effet de hiérarchiser, de dire que tel combat serait plus important, il me semble quand même que la question des violences est une question aujourd'hui essentielle. Je trouve qu'il y a un paradoxe énorme parce qu'on parle, depuis MeToo, on parle beaucoup des luttes féministes, du féminisme. Tout le monde aujourd'hui se réclame du féminisme, pratiquement, alors que, oui, on se réclame, mais c'est pas pour ça que on l'est réellement. Le féminisme n'est plus un sujet aussi tabou que dans les années 90, par exemple. Mais en même temps, les avancées sur ces questions-là ne sont pas là. Elles ne sont pas là. C'est-à-dire que les violences faites aux enfants et aux femmes continuent. Les lois qui devraient être votées pour que cela cesse ne se font pas. C'est-à-dire qu'il y a une hypocrisie dans les discours officiels aujourd'hui concernant ces questions-là. Donc il faut vraiment avancer là-dessus. Et un dernier mot, je crois que la question des féminicides est une question éminemment importante parce qu'en fait, il s'agit de la question plus profonde qui est celle de la question de la tentation d'effacer les femmes à chaque fois que les femmes prennent la parole. Et je relis ça à les situations au niveau international des femmes en Iran, des femmes en Afghanistan, des femmes et des enfants en Palestine qui ont payé le plus lourd tribut du génocide en cours. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc il est toujours question d'effacer les femmes et la place qu'elles pourraient prendre à égalité avec les autres humains. Et c'est pour ça que pour moi, la question des féminicides est une question aujourd'hui centrale. Merci beaucoup. Comme vous l'aurez compris, on va proposer une synthèse du Café féministe qui a eu lieu le 29 janvier. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette émission. Mais avant ça, on va passer à une petite pause musicale. À tout de suite. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage, du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Je chante leur douleur, qu'elles père de mère ou père de fils. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes vaillantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque devant la mort. Je
Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes piliers. Je chante leur bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes coriaces, à la gloire des femmes trésors, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes fragiles. Je chante la peine de ces colosses aux pieds d'argile. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en pleurs, à la gloire des femmes que j'honore, et c'est jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage, du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Retrouvez le podcast du Café Féministe de Radio HDR sur Spotify et YouTube. Retour sur notre émission Le Café Féministe. Donc aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de Maria, de Marivonne, de Séverine et de Dominique. Je vous propose alors de synthétiser le Café Féministe qui a eu lieu le 29 janvier dernier. Donc nous allons commencer par aborder le féminisme et l'anticapitalisme. Avant d'évoquer ce sujet, comment s'est passé le Café Féministe le 29 janvier ? Je crois savoir qu'il y avait beaucoup de monde. La salle était comble. Il y a eu effectivement beaucoup de monde, si bien qu'on a voulu aborder les 4 thèmes. Ça a été très long, mais c'était nécessaire de se parler. Moi, j'ai trouvé ce café enthousiasmant, surtout que ce café se termine par un après-café dont j'aurai l'occasion de parler puisque nous avons le 8 mars, maintenant à préparer ensemble. Donc c'était une première échange public qui n'était pas à des fins terminales, mais qui était à des fins de pouvoir continuer à marcher ensemble, et justement dans toutes nos diversités, dans nos modes d'organisation différentes, etc. Ce café, c'était un petit caillou pour continuer dans ce combat, dont j'espère que maintenant les auditeurs et auditrices ont compris que c'était tirer la ficelle de changements profonds des rapports entre nous. Parce que on peut avoir le droit de dire oui, maintenant je fais ce que je veux, je peux choisir ma maternité ou non, etc. Mais il faut pas oublier que c'est pas parce qu'on a le droit que l'on se culpabilise pas, parce que la tradition veut, notamment quand on est une femme, c'est normal d'avoir des enfants. On pose toujours la question aux femmes, ça c'est ma fille aînée qui m'a dit ça un jour, ma fille aînée qui ne veut pas d'enfant. J'ai dit écoute, un enfant si je veux, quand je veux, je te l'ai jamais demandé. Et elle me dit mais maman, on demande toujours aux gens pourquoi t'as pas d'enfant. On demande jamais aux gens pourquoi t'en as eu. Je me suis dit, mais elle a vachement raison. Et c'est vrai que dans les mentalités, ça se change pas comme ça. Et c'est un combat de fond. De même que la domination des hommes par les femmes, qui était une domination domestique, et en plus le saut sur la paternité, qui légitime tous les royaumes, toutes les passations de pouvoir, et puis un mal, Voilà, je vais pas vous refaire l'histoire de l'humanité dans ces grandes tendances, mais c'est comme ça que la prégnance de tout ce qui s'est passé nous est dans notre tête, et on raconte l'histoire avec ces grands hommes. Il suffit d'aller voir au Panthéon, il commence à y avoir quelques femmes. Mais bon, mais c'est sur le modèle des grands hommes, les grandes femmes aussi. C'est-à-dire, c'est des modèles totalement dominants. Et changer les mentalités, c'est notre combat profond. Et dans la domination des hommes sur les femmes qui minorisent leur travail, c'est la même domination qui s'est exportée avec le colonialisme. C'est la même domination, c'est-à-dire la discrimination du fait de ton sexe, du fait de ton origine sociale. Et on le voit bien encore aujourd'hui. Comment on accueille les gens qui, ne pouvant plus vivre dans leur pays par cet effondrement climatique, quelques-uns arrivent chez nous, pas tous, ils se déplacent de quelques centaines de mètres pour aller un peu plus loin chaque fois, mais sur la masse, on a quand même, j'aurais peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est les Nations Unies qui nous annonçaient 250 millions de réfugiés climatiques en 2050. Mais bien sûr, les terres qui vont être immergées sont des terres plutôt au sud du monde. Qu'est-ce qu'on fait des gens ? Le capitalisme aujourd'hui, le capitalisme a une réponse. C'est l'adaptation sélective. L'adaptation sélective, c'est qu'on fait plein de mines, plein de trucs, etc. pour extraire les métaux rares, et il faut la guerre pour la faire. On voit l'énergie de guerre qui est passée. Elle n'est pas dans les hôpitaux, elle n'est pas dans les services publics. Aujourd'hui, je parle de la France. Et le reste, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai entendu à FR3, il y a un an
non, ça m'a foudroyé ce truc. La journaliste avec un air très souriant et tout, expliquant que dans 5 ans, l'Irak, la Mésopotamie, un des endroits culturels très important de l'humanité, ne serait plus cultivable. Les vents de sable qui font aujourd'hui presque la moitié de l'année feront les 3/4 de l'année. On ne peut pas semer quand il y a des vents de sable. Alors, je me suis dit à moi-même, elle est en train de nous expliquer à la télé que l'Irak n'existera plus. Et ils sont où les Irakiens ? C'est ça l'adaptation sélective, ils ne vivront plus. Donc le féminisme, c'est les combats qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est le combat de fond pour une égalité réellement ressentie et une libération de nos esprits par ces contraintes morales qu'on nous impose entre le bien et le mal, mais c'est ceux qui ont intérêt à ce qu'on ait ces contraintes qui nous les imposent. Il faut qu'on trouve le chemin d'un monde commun, vivable et désirable. Et avec les bouleversements climatiques, il y a urgence. Le féminisme est une réponse urgente aujourd'hui. Tout petit mot, c'est le badge de Dominique sur Salcone. Enfin, quand même, d'avoir traité de Salcone les femmes qui venaient protester contre ce DJ qui était invité par Madame Macron. Enfin, ce machin, je sais pas quoi. Humoriste. C'est un humoriste, oui, pardon, je me suis... Enfin, c'est quand même... Bon, habitant. Voilà, vous vous rendez compte ? Eh bien, nous sommes toutes des Salcones. Toutes des Salcones, c'est le mot d'ordre de la prochaine manifestation. Nous allons passer à la deuxième idée. Le deuxième sujet qui est la violence sexiste et sexuelle. Donc nous t'écoutons, Séverine. Alors du coup, quand on avait eu nos petites rencontres pour organiser le café débat, on avait convenu de dégager cette thématique-là et que ça soit le collectif Nous Toutes qui introduise le débat. Donc quand j'ai préparé cette petite introduction, je me suis dit waouh, les violences sexistes et sexuelles, la lutte en tout cas contre les violences sexistes et sexuelles des années 70 à aujourd'hui, vaste sujet. Qu'est-ce qui s'est passé, où on en est ? Et c'est vrai que ça m'a amené à la fois à me dire quand même il y a des choses qui bougent, ouf, et en même temps faut toujours lutter pour nos acquis parce qu'ils sont, comme on le disait tout à l'heure, sans cesse remis en question, sans cesse attaqués. Et il y a toujours de nouveaux sujets sur lesquels militer. Donc moi j'ai mis quelques petits thèmes sur lesquels j'ai essayé de réfléchir à ce que c'était dans les années 70 comparé à aujourd'hui. Donc notamment ce que moi j'ai appris, alors moi j'ai une 40aine d'années du coup. Donc le féminisme des années 70, je l'ai découvert par la suite et mon engagement féministe est finalement assez récent, donc je suis encore dans la découverte de pas mal de choses. J'ai réalisé qu'en tout cas les luttes avaient pour objectif de dire que l'intime est politique. C'est passé notamment par tout ce qu'on disait autour de la contraception, de l'IVG, du droit à disposer de son corps, etc. Il y avait également le fait de se dire ce qui se passe à la maison, c'est politique aussi. La répartition des tâches, le fait que s'il y a des violences au sein du foyer, en fait, ça regarde pas uniquement le couple et c'est pas notre problème, on ferme la porte, ça nous concerne pas. Non, ça c'est important de dénoncer. Ça a été pris un petit peu plus en compte par la société. Il y a eu des structures qui ont été créées aussi pour permettre aux victimes de quitter le foyer, mais toujours pareil, les moyens ont été insuffisants et les budgets des associations actuellement sont revus à la baisse. Donc on voit, à la fois il y a des progrès, mais il y a toujours du boulot. Le devoir conjugal vient seulement de disparaître quand même au sein du mariage, donc on se dit ouf, mais c'était pas fait depuis des décennies déjà, quoi. Durant les luttes des années 70, il y avait aussi la lutte pour que le viol soit reconnu comme un crime, et ça a fini par l'être en 1980. Donc c'est quand même une avancée majeure, même si, comme on disait tout à l'heure, la très grande majorité des viols reste impunie, puisque déjà une minorité, seuls 10% à peu près des victimes osent porter plainte, et moins de 10% de ces plaintes-là mènent à une condamnation. Donc le viol a fini par être reconnu comme un crime en 1980, et 35 ans plus tard, donc l'année dernière en 2025, sa définition a été modifiée pour intégrer pleinement la notion de consentement. Donc ça, c'était aussi quelque chose, alors qui faisait pas forcément l'unanimité chez les militantes féministes, mais c'était quand même un sujet majeur. En tout cas, cette question de consentement, à la fois au travers de la loi, mais aussi au travers de l'éducation et des rapports relationnels de façon plus globale. On a parlé aussi pas mal depuis tout à l'heure du mouvement MeToo, qui a permis d'imposer un peu plus la dénonciation des violences sexistes et sexuelles, d'imposer tout ça dans le débat public. Ça a amené à faire parler.
Ça a amené aussi à prendre conscience que c'était dans tous les milieux, que ça soit dans le milieu du cinéma, de la culture, mais aussi du sport, de la famille, à l'école, au travail. Comme je disais tout à l'heure, le procès Pellico a mis aussi en lumière que les violeurs, c'est un peu des monsieur tout le monde, qui font partie de notre entourage. Donc voilà, encore une fois, ça avance, mais il y a encore fort à faire. D'autre part, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il aura fallu plusieurs décennies de lutte pour que le terme féminicide s'impose. Donc en France, il s'est imposé dans le débat public, dans les médias, dans le vocabulaire médiatique, dans le langage courant. Le terme de féminicide qui tend à s'imposer, c'est un terme qui existe depuis très très longtemps, mais qui a eu des définitions un petit peu diverses et qui a disparu par moments. Les sociologues Jill Radford et Diane Russell ont contribué à l'inscrire dans une pensée politique féministe et à populariser son utilisation dans les années 80. Et en France, ça s'est imposé seulement récemment. Mais c'est un terme qui n'existe pas pénalement. Il faut quand même en avoir conscience. Et alors l'interorga féminicide, dont fait partie nous toutes, définit féminicide comme un meurtre ou un suicide forcé d'une femme en raison de son genre, et ce, quel que soit son âge ou les circonstances. Les féminicides s'inscrivent dans un contexte de violence patriarcale systémique et ou au croisement d'autres systèmes d'oppression. Et du coup, il faut savoir que ces décomptes de féminicides ont d'abord concerné uniquement les femmes victimes de meurtre par leur conjoint ou ex-conjoint, et maintenant ça s'étend un peu plus largement à l'ensemble des femmes, et que ce décompte, il est établi uniquement par des organismes militants et non pas par l'État. Dans la continuité, il y a aussi la notion de culture du viol qui a émergé. Donc c'est né aux États-Unis par la notion de rap culture, donc qui avait pour but d'éliminer vraiment le viol, et qui pensait que ce but ne pouvait être atteint sans une transformation révolutionnaire de la société. Donc culture du viol, ça en est la traduction. Et pareil, en France, ça a mis du temps avant d'arriver, on met toujours un petit peu plus de temps. Et ça s'est imposé notamment grâce au livre Culture du viol à la française de Catherine Rey-Robert en 2019. Tout ça dans un contexte post-MeToo aussi. Donc ce concept, il amène à penser les violences en termes culturels et non plus uniquement en termes individuels. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très différent. Il vise à déconstruire vraiment le mythe du viol, et il définit les violences sexistes et sexuelles comme un continuum de violence. C'est vraiment casser le mythe qui est présent quand même dans les imaginaires collectifs et avec lequel on grandit, on se construit, où ça serait le viol, il arrive uniquement dans un parking souterrain, la nuit, c'est quelqu'un de très méchant et très marginal de la société qui attaque une pauvre femme sans défense. Finalement, on a mis en évidence que dans 9 cas sur 10, la victime connaît son agresseur. Dans 99% des cas, l'auteur est un homme. Et bien souvent, c'est un homme en quel la victime pensait pouvoir avoir confiance. Je te coupe, il y avait aussi pendant un temps, pas mal dans la culture du viol, les filles qui se retrouvaient prises en otage dans des caves entourées de personnes, plusieurs hommes, les tournantes. Ça fait beaucoup de bruit parce que pendant une période, c'était presque une mode que ces femmes se retrouvaient victimes dans les caves. C'est comme ça qu'on appelait les tournantes dans les caves, tout ça. Ouais. Alors, il faut rappeler quand même, quel que soit le contexte, un viol est un crime. Oui, tout à fait. Mais après, c'est vrai que cette idée de culture du viol qui a été mise en évidence, c'est vraiment l'idée que les violences, c'est un continuum. Et on peut prendre vraiment l'image d'une pyramide et de se dire qu'au bas de la pyramide, il y a toutes les petites blagues sexistes qui vont avoir lieu, qu'on va un peu banaliser, etc. Et c'est parce qu'on se permet ça qu'on va se permettre peut-être l'étape suivante, ça pourrait être des sifflements, du harcèlement de rue, diffusion de photos intimes. Et ça, une fois que c'est un petit peu possible, finalement, c'est aussi ce qui fait que dans la continuité, il y a des agressions plus explicites. Des personnes vont s'autoriser à commettre des agressions plus explicites, telles que des insultes, des menaces, des violences physiques ou sexuelles. Et la manifestation la plus extrême de cette violence, qui serait vraiment au sommet de la pyramide, elle s'exprime par des crimes que sont les viols et les féminicides. Et on voit bien que dans certains contextes, ces viols peuvent même être valorisés. Voilà, on a vu il y a des vidéos qui ont tourné de policiers qui violent une femme en garde à vue. Il y a pu avoir des gars qui se vantaient de tournantes, des choses comme ça. Donc non seulement c'est rendu possible, mais en plus ça peut être valorisé par certains auteurs, quoi.
En tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire que il n'y a pas d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. Il n'y a pas d'un côté des personnes qui seraient exposées, de notre côté des personnes qui en seraient complètement protégées. Tout ça, c'est bien plus nuancé, bien plus complexe que ça, et que c'est présent vraiment, encore une fois, dans toutes les sphères de notre vie, vraiment au travers des publicités qu'on va voir, au travers de ce qu'on va véhiculer au sein de notre foyer, de ce qui va se dire à l'école, dans l'importance vraiment dans les livres, l'éducation en relation, dans les livres. Enfin, la Belle au bois dormant, ça paraît hallucinant finalement quand on y réfléchit. C'est une métaphore du viol complètement. Donc tout ça finalement, d'en prendre conscience, ça permet de critiquer tout ça et ça permet d'ouvrir le débat aussi, d'y réfléchir, d'en discuter et de pouvoir faire autrement. De pas banaliser certains actes qui pourraient être peut-être anodins pour certains parce qu'on a intérioriser beaucoup de petites violences du quotidien. Ne pas banaliser tout ça, c'est pas seulement être une chieuse, c'est quand même se dire, en fait, c'est tout ce terreau-là qui rend possible d'autres agressions plus visibles. Et puis, encore une fois, les hommes de maintenant, qui sont souvent en position d'agresseurs, parce que il faut l'admettre que ce sont majoritairement des hommes, je crois plus de 90%. Donc, ces hommes ont été des enfants et ont dû être éduqués d'une certaine manière. Donc, nos petits hommes qu'on élève aujourd'hui seront les hommes de demain. Complètement. Complètement. Et d'ailleurs, on voit bien aussi, quand un viol est dénoncé, il y a aussi la difficulté à croire la victime. Souvent, sa parole, elle est remise en question. Il y a une inversion de la culpabilité qui va s'opérer. On va questionner la tenue de la victime, son comportement, etc. Et déculpabiliser l'auteur. Ou culpabiliser la victime de dire mais tu te rends compte, tu vas briser sa carrière ou il avait une famille ou etc. Et en fait il est temps d'en finir avec ça. C'est à l'auteur de se remettre en question et pas à la victime. Et dans la continuité de tout ça, quand je parlais de la tenue, il y a plein de débats qui sont en cours aussi sur la tenue des filles. Il y a des règlements intérieurs des fois dans des écoles primaires qui interdisent le débardeur aux petites filles. Ça paraît fou. A contrario, si elles arrivent au collège avec une robe trop longue, on va aussi critiquer. Enfin, il y a vraiment, tout peut être discuté et en fait, on les laisse jamais tranquilles, quoi. Il y a un moment. Ouais, le corps des femmes est un spectacle. Lâchez-nous les ovaires, oui. Lâchez-nous les ovaires. Lâchez-nous les ovaires. Il y a aussi les conditions de vie. Il y a des villes un peu reculées qui pratiquent des vies un peu plus traditionnelles, j'ai envie de dire, notamment dans le milieu rural. C'est vrai que le milieu rural, finalement, ça représente quand même beaucoup d'habitants, mais on en parle assez peu de leurs réalités diverses d'ailleurs, parce que ça, c'est pas uniquement au niveau des VSS. Près de la moitié des féminicides ont lieu en milieu rural, tandis que seul un tiers des habitants y vit. Habitants-habitantes. Donc ça pose quand même un petit peu question de se dire qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui explique tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être le fait de l'éloignement géographique, peut-être moins d'accès aux services publics, aux médecins, une plus grande dépendance économique peut-être, pour les déplacements aussi. C'est quand même plus facile d'isoler une victime quand on est éloigné géographiquement aussi. Le fait que dans les villages, tout le monde se connaît aussi, c'est moins évident de dénoncer des choses et d'être pris au sérieux. On a quand même un espèce de contrôle social qui s'opère quand tout le monde se connaît. Ça fait partie des sujets dont on se dit, nous à nous toutes, qu'il est important de prendre en considération. Sur la question de la culture du viol, ça m'a rappelé une anecdote que j'ai vécue. C'est dans les années 90 à peu près. J'étais à un spectacle d'été, on est dehors, et c'était des tableaux sur la vie paysanne il y a de nombreuses années. Enfin, tout ça était fort joyeux. Et à un moment, l'un des tableaux, on voyait un garçon de ferme, mais quand même adulte, qui emmenait dans la grange une petite fille, dont on se doutait bien de ce qui allait se passer, et tout le monde a rigolé. J'ai dit mais on est où ? C'est-à-dire que là, c'est ça aussi la culture du viol, c'est-à-dire que elles s'en remettent quand même. On va pas en faire un plat. Et il n'y a pas mort d'homme ni de femme, mais si parfois. Parfois il y a mort de femme parce que ça conduit parfois au suicide aussi. Ces vies cassées. J'avoue que j'ai été assez interloquée, sauf que j'étais
sur mon banc avec le public. J'ai pas trop su ni fait ni rien dit, mais j'étais interloquée. Je voyais pas ce qu'il y avait de très drôle dans ce tableau. Je voulais juste rajouter un petit mot parce que en fait Séverine a été très complète sur la description de ce thème-là et la question des violences sexistes et sexuelles. C'est très illustratif tout ce qu'a dit Séverine du fait que combien en France tout du moins, pas que, mais en France notamment, nous sommes vraiment très 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 loin du compte de tout ce qu'il faudrait faire pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, pour lutter contre les féminicides et la culture du viol. Parce que tout ce que Séverine a décrit, tout ça est très très documenté par des chercheurs en sciences humaines, notamment des sociologues, etc. Mais les pouvoirs publics en France ont, alors que cette cause-là était soi-disant la cause du premier quinquennat du président Macron, alors que tout ça est très bien documenté, les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre ces phénomènes-là ne sont pas là du tout. Et je ne parle pas que des moyens financiers, ça va de soi qu'il faut des choix budgétaires extrêmement précis pour lutter contre ça. Et il faut des lois aussi très précises. Il y a eu quelques lois qui ont été votées, comme la loi sur le consentement, qui est un progrès, mais qui n'est pas suffisante. Il faut une loi beaucoup plus précise qui intègre, à l'image de ce qui existe en Espagne depuis 2004, la loi intégrale contre les violences de genre, c'est-à-dire qu'il faut une véritable formation des juges, des magistrats, des policiers, enfin tous ceux qui ont affaire à un moment donné à l'accueil des victimes, une formation pour accueillir cette parole véritablement et de façon à pouvoir ouvrir des véritables procédures. Et il faut une loi qui intègre donc ça, qui intègre la prévention, qui intègre la question de l'éducation dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc il faut vraiment prendre conscience qu'on est très très loin du compte de ce qu'il faudrait faire par rapport à tout ce que a décrit très finement Séverine tout à l'heure sur les violences sexistes et sexuelles. Mais au-delà de la loi quand même, quand on entend par exemple l'histoire, si je peux me permettre, de Dominique, c'est ancré dans des mentalités, c'est fou ça. Comment faire changer, évoluer ces mentalités? Eh ben c'est bien pour ça que le planning familial se bat, et depuis l'existence de la loi de 2001 pour les séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et pour les plus grands sexuels, parce que ça ne peut passer que par un changement de l'éducation que reçoivent les garçons, également l'éducation que reçoivent les filles à qui on dit que de toute façon le masculin l'emporte sur le féminin, et que ça aussi c'est ancré dans les têtes des filles qu'on passe après les garçons. Il y a donc tout un cheminement à faire dans ce qu'on dit aux enfants, de ce qu'on fait avec les enfants, et qu'ils prennent conscience que une fille égale un garçon et un garçon égale une fille. Il n'y a pas d'autre solution, et que dans les petites classes, par exemple, on travaille la question de j'ai envie de te faire un bisou, et si la personne, que ce soit un garçon ou une fille, refuse, on n'a pas à faire le bisou malgré tout. Voilà, c'est ça les séances d'éducation. On ne force pas un enfant à dire bonjour avec la bise. Alors ça passe par effectivement l'éducation que donnent les parents à leurs enfants, qui est embrasse le monsieur qui l'a jamais vu, qui reverra jamais, et t'es obligé parce que t'es tout petit et que tu fais ce que je veux. Et ça peut être le démarrage effectivement de la soumission qu'on demande aux enfants, mais même entre enfants, il faut travailler la question de tu peux faire un bisou que si la petite fille ou le petit garçon à qui tu demandes de faire un bisou est d'accord. Et donc tu demandes d'abord et après tu fais si il ou elle est d'accord. Et c'est ça qu'on travaille à la maternelle, par exemple, les séances des VAR, d'éducation à la vie affective, c'est ces choses-là qu'on travaille. C'est pareil, tu touches le corps de l'autre que si l'autre est d'accord. Mais moi, ça me paraît tellement évident. J'ai 4 enfants, et mes enfants, s'ils se disputent et que l'un des 2 ou des 3 dit non, je dis, mais toujours, on ne force pas. Si elle ne veut pas, tu ne forces pas. Mais ça me paraît d'une évidence. Mais bon, apparemment... Oui, mais c'est pas ce qui est... on pourrait parler des conceptions éducatives, mais là, je ne m'arrêterai pas. Mais oui, il faut... C'est aussi les adultes qui sont chargés de donner cette liberté-là aux enfants, de dire non.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les séances d'éducation à la vie, comment on dit, affective, relationnelle et ou sexuelle. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de sexuel dans les petites classes. Elles ont énormément du mal à être réellement mises en place au sein de l'éducation nationale, alors que c'est obligatoire, je crois. Hein, ça passe aussi. C'est même complètement là, ce qui se passe actuellement est assez hallucinant. C'est-à-dire, d'une part, ça n'a pas été mis en place systématiquement depuis 2001, et là, de plus en plus, le planning n'a plus ses entrées pour faire les séances. Séverine, aurais-tu quelque chose à rajouter sur les violences sexistes et sexuelles? Oui, je voulais aborder la notion d'intersectionnalité dans le féminisme, qui est une notion assez récente, elle aussi, en tout cas en France, parce qu'aux États-Unis, elle est un petit peu plus ancienne. Et c'est une notion qui a animé aussi nos débats quand on s'est rencontrés. Donc c'est une notion qui met en lumière le fait qu'il y a des personnes qui subissent plusieurs dominations simultanément, par exemple en raison de leur handicap, en raison de leur âge ou de leur origine sociale, de leurs croyances réelles ou supposées, de leur couleur de peau, de leur identité de genre, etc. Et finalement, on a compris que les différentes dominations ne s'additionnent pas uniquement, mais qu'elles se multiplient quelque part et qu'elles créent un nouveau type de domination. Donc ça avait vraiment été mis en évidence par les mouvements de black féminisme aux États-Unis, et en France on en prend un peu plus conscience. Donc on va passer au troisième sujet. Je vous invite, Dominique, à m'en parler. Oui, lors de cette soirée féministe, café féministe, j'ai été chargée de parler des mouvements anti-choix, qu'on dit aussi anti-genre, et que moi j'appelle anti-tout. Parce que ce sont des mouvements, alors issus majoritairement des mouvements d'extrême droite, ainsi que de la mouvance catholique intégriste, qui sont contre tout ce que le planning et d'autres associations ou collectifs défendent. On a toujours connu, le planning a toujours connu depuis qu'il existe des attaques de la part des anti-IVG, parce que ça c'est leur premier combat. C'est passé par des attaques des locaux où se pratiquaient les IVG, même une fois que ça a été légal. Ils rentraient dans les salles à l'hôpital et souillaient le matériel, par exemple, pour que l'IVG ne puisse pas se faire. Aux États-Unis, il y a eu des médecins qui en sont morts d'avoir pratiqué des IVG. Et donc, ils sont en action depuis quand même assez longtemps, et ils ont eu un temps de repos. Ils se sont moins fait présents sur la scène sociale et politique, et puis le mariage pour tous les a réveillés, et depuis ils sont arc-boutés sur un certain nombre de thèmes. Donc l'IVG, ça c'est sûr que c'est leur thème de prédilection. Il y a aussi la question de la transidentité, l'accès au droit des femmes à disposer de leur corps, de pouvoir se marier ou pas, avec qui elles le souhaitent, comme je disais tout à l'heure, avoir des enfants ou pas. Ils ont un projet de société qui est tout à fait clair, c'est-à-dire la civilisation occidentale, chrétienne, et tout le monde doit suivre ses principes. Il est clair que l'on sait maintenant que ces mouvements sont organisés en France, ont des connexions avec l'Europe et l'international. Ils ont énormément d'argent et ils sont très très organisés. Ils ont des programmes pour aboutir à leur fin. Le planning est attaqué régulièrement par ces mouvements, locaux ou nationaux. Il arrive même qu'on pense qu'ils se déplacent de ville en ville selon les thèmes qui traversent l'actualité. On en a connu beaucoup au niveau de la constitutionnalisation de l'IVG. Ils viennent taguer nos locaux, détruire les serrures pour pas qu'on puisse rentrer. Ils viennent aussi détruire nos boîtes aux lettres, comme ça apparemment on peut pas prendre contact avec nous. Ils font des raids numériques, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Tout à coup, on est inondé de posts anti-IVG. Il y a aussi une autre technique qu'ils utilisent. Alors nous, on n'a pas trop connu ça au planning, mais par exemple ici à Rouen, le centre IVG du centre-ville, ils prennent tous les rendez-vous d'une journée pour les consultations et faire les IVG. Et comme ça, les personnes qui en auraient besoin n'ont plus de place cette journée-là.
Ça a eu lieu 2 fois, je crois, au centre IVG. Donc ils sont très organisés. Il ne faut pas penser que c'est quelques hurluberlus qui viennent et qui n'avaient rien à faire ce jour-là. C'est pas du tout ça. C'est très coordonné. Le plus gros souci qu'on rencontre, c'est que leur façon de parler, les mots qu'ils emploient, passent dans la société civile, enfin dans la rue, mais également au niveau des politiques. Et on est de plus en plus attaqué aussi par les collectivités territoriales, l'État, pour nous empêcher de continuer à faire ce pour quoi on existe et notre travail pour certaines personnes, parce qu'il y a beaucoup de salariés au planning, et notamment les séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, puisqu'ils ne veulent absolument pas que ces sujets-là soient abordés à l'école. Les séances qu'on a connues de sciences naturelles pour les plus anciens, c'est-à-dire on parle de la reproduction et du corps humain, mais pas de tout ce qui est relationnel, justement. Je terminerai ce propos sur le fait aussi que ces mouvements ne s'attaquent pas qu'à l'IVG ou à l'éducation à la sexualité, ils sont la plupart du temps racistes, parce que comme ils ont en ligne de mire qu'il faut vivre à l'occidental comme des occidentaux, et il n'y a que les occidentaux qui ont le droit d'être sur cette planète, eh bien ça s'accompagne de propos racistes, bien entendu d'homophobie, parce que c'est vraiment pas dans leur conception de la vie qu'il puisse y avoir des personnes homosexuelles. J'ai commencé en disant qu'il y avait beaucoup de connexions entre l'extrême droite et les catholiques intégristes, et je préciserai que tous les catholiques ne sont pas comme ça. Bon nombre sont éclairés, sont progressistes, ils se sentent bien seuls d'ailleurs dans leur communauté. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pourrais parler des heures sur ces mouvements anti-choix. Et je vous en donnerai bientôt l'occasion avec plaisir. Oh, merci. On est organisé au niveau du planning pour se défendre. Ça ne les empêche pas de continuer, bien entendu. Merci beaucoup, mesdames. Alors, ce café féministe s'achève. J'étais enchantée de vous avoir à mes côtés. C'était passionnant, intéressant, intense. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle émission. Chers auditeurs, je vous remercie également. Et d'ici là, bonne écoute sur nos ondes. Retrouvez le podcast du Café Féministe de Radio HDR sur Spotify et YouTube.